Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Grèce antique et monde hellénistique. À présent, nous allons nous intéresser au deuxième Antigonide, Démétrios Poliorcète, le fils d'Antigone le Borgne. Alors Démétrios Poliorcète s'est marié avec Phila, une des filles d'Antipater, et il a eu 2 enfants avec elle, Stratonicée et Antigone Gonatas. Démétrios a eu beaucoup d'épouses et beaucoup d'enfants, mais ceux qui sont restés dans l'histoire sont Stratonicée première, Antigone Gonatas. Donc il a aussi contracté un autre mariage avec Deidama d'Épire, qui lui ont donné un enfant, Alexandre. Stratonicée, elle, va avoir une destinée un peu particulière, puisqu'elle sera mariée dans un premier temps à Séleucos Ier, le roi de Perse, et le fils de Séleucos, Antiochos Ier, tombe éperdument amoureux de sa belle-mère. Ça le rend littéralement malade d'amour, et il se meurt, il se languit, il est vraiment mal, et sur les conseils du médecin de Séleucos, qui lui dit cède-lui ton épouse parce que ton fils risque de mourir de maladie d'amour. Donc Séleucos cède son épouse à son fils. Et le frère de Stratonicée Ier, donc Antigone Gonatas, se mariera avec la fille de sa sœur qu'elle a eue avec Séleucos Ier. Donc il se marie avec sa nièce. Jusqu'à présent, rien d'inhabituel dans ces familles. Antigone Gonatas et Phila, deuxième du nom, auront un fils, Démétrios II, Autolycos, qui aura lui aussi plusieurs épouses, et une concubine, une maîtresse, avec laquelle il aura Philippe V, qui sera lui aussi un roi de Macédoine. Alors Démétrios a lui aussi contracté un mariage avec la fille de Ptolémée Ier, le roi d'Égypte, Ptolémaïs, avec laquelle il aura un fils, Démétrios Kalos, ce qui veut dire en fait le beau. Démétrios Kalos, Kalos voulant dire beau. Donc il va se marier avec Olympias de Larissa, rien à voir avec la mère d'Alexandre. Et ils auront ensemble deux enfants, 2 garçons, Échécrate et Antigone III, d'Ozone, qui sera lui aussi roi de Macédoine. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes quittés à la mort d'Antigone le Borgne à la bataille d'Ipsos, bataille pendant laquelle Démétrios Poliorcète, qui l'accompagnait, a réussi de justesse à prendre la fuite. Ce qui fait que Démétrios Poliorcète se retrouve sans aucun royaume. Alors il a bien quelques places fortes et garnisons encore en Grèce continentale et dans d'autres territoires que nous verrons tout à l'heure. Mais là, en 301, le royaume de son père va être partagé entre 3 rois hellénistiques. Donc au premier titre duquel Lysimaque, qui va lui il va annexer à la Thrace, son royaume, la partie occidentale de l'Asie mineure. Séleucos, lui, va annexer à son royaume déjà très grand de Perse, la partie orientale de l'Asie mineure. Il va y ajouter aussi la Mésopotamie, l'Iran, la Syrie et la Bactriane. Quant à Cassandre, lui, il se maintient en Macédoine et en Grèce. Il s'en contente pour l'instant. Et Ptolémée, lui, reste roi d'Égypte et il va prendre la Colésyrie. Ce qui veut dire en grec, en fait, la Syrie creuse, c'est la partie basse du couloir syrio-palestinien, et qui sera au cœur de nombreuses querelles entre les Ptolémées et les Séleucides. Mais ça, c'est pour une autre histoire. Donc revenons à Démétrios Poliorcète et ses possessions. Donc il est toujours le maître des îles fédérées au sein de la Ligue des Nésiotes. Mais alors non content d'être sans royaume, il subit aussi les défections d'Athènes et du Péloponnèse, sauf les villes de Mégare et de Corinthe. Alors Mégare se trouve à l'ouest d'Athènes et Corinthe est au nord-est du Péloponnèse. Alors la cité de Mégare a été le théâtre d'affrontements assez rudes entre Démétrios Poliorcète et Cassandre.
Alors Démétrios, pendant le sac de la cité, s'empare de tous les esclaves de la cité afin de pouvoir venir gonfler ses effectifs militaires. Alors les sources antiques citées par Diogène Laërce, Sénèque ou encore Plutarque racontent une rencontre entre le philosophe Stilpon de Mégare et Démétrios. Alors Stilpon de Mégare est un philosophe de l'école mégarique qui est plutôt spécialisé dans la dialectique. D'ailleurs, c'est lui qui met en place les joutes verbales très réputées par la suite dans la Grèce et ensuite dans l'Empire romain. Et il sera aussi le maître de Zénon de Kition, qui sera le fondateur du stoïcisme. Donc revenons à la rencontre entre Démétrios et Stilpon. Donc, comme je vous l'ai dit, la cité a été dévastée, pillée et mise à sac. Donc Stilpon, pendant cet affrontement, il a perdu sa femme et ses enfants qui ont été tués pendant cette guerre. Et quand il rencontre Démétrios, qui est assez sensible à la philosophie, lui demande si quelque chose lui a été pris et qu'il pourrait lui rendre si toutefois quelque chose lui a été dérobé. Alors qu'il a perdu femme et enfants, il répond qu'il n'a rien perdu, qu'il possède tous ses biens, qu'ils sont avec lui. Et en fait, il fait allusion aux vertus cardinales pendant l'Antiquité grecque, qui sont la justice, le courage ou la forme d'âme, la sagesse et la tempérance. Alors la tempérance, qu'est-ce que c'est ? C'est la modération pour éviter l'hubris en grec, donc la démesure. Donc en fait, il est toujours détenteur de ses biens les plus précieux. À cette réponse, Démétrios, qui sait Stilpon très engagé dans la vie politique de la cité, lui dit qu'il lui laisse à présent une cité libre. Et comme il avait pris tous les esclaves, Stilpon lui répond qu'effectivement, il n'a laissé aucun esclave. Donc par définition et par essence, il n'y a que des hommes libres dans la cité. Alors comme je vous l'ai dit au début de cet épisode, donc Démétrios Poliorcète va épouser Phila Ière, la fille d'Antipater. Et ensemble, ils auront une fille, Stratonicée Ière, qui épousera Séleucos Ier. En fait, c'est l'association des deux maisons entre Séleucide et Antigonide. Parce qu'en fait, il y a aussi eu des arrangements avec d'autres royaumes, au premier titre duquel Ptolémée, qui a eu avec Bérénice Arsinoé II, Philadelphe, qui s'est elle mariée avec Lysimaque, ce qui faisait une alliance entre le royaume d'Égypte et le royaume de Thrace. Donc c'est absolument pas des mariages d'amour, mais ce ne sont que des arrangements politiques. Alors Démétrios va essayer de conquérir quelques territoires supplémentaires afin de venir gonfler ses effectifs et puis être quelque part détenteur lui aussi de quelques territoires. Donc il va prendre la Cilicie, qui était en fait administrée par un des frères de Cassandre. Le frère de Cassandre va venir se plaindre à Cassandre, qui est roi de Macédoine. Mais Cassandre ne veut pas rentrer dans une guerre contre Démétrios, et au détriment de son frère, il laisse la Cilicie aux mains de Démétrios en lui demandant un pacte de non-agression vis-à-vis de la Macédoine et de la Grèce continentale. Ce qui fait qu'à présent, en fait, Démétrios, en plus de la Ligue des Nésiotes, les îles des Cyclades, et Chypre aussi, qu'il avait chippé à Ptolémée et qu'il a toujours maintenu dans son escarcelle, il commence à avoir quand même quelques territoires assez conséquents et en tout cas assez riches et prospères. Alors saisissant une opportunité toute inattendue, Démétrios va venir en terre macédonienne parce que Cassandre vient de mourir. Il est mort d'un œdème. Donc son fils, Philippe IV, va lui succéder. Mais il meurt 4 mois après, lui aussi, d'un œdème. Donc il reste encore 2 fils de Cassandre, Antipater et Alexandre V, qui sont trop jeunes pour régner. Donc ça va être sous la régence de leur mère Thessaloniké, une des demi-sœurs d'Alexandre le Grand. Donc Thessaloniké, pour ne pas mécontenter ses 2 derniers fils, en fait, elle va partager le royaume entre ses 2 fils, qui seront donc co-rois
mais sous sa régence. Donc Alexandre V, lui, va bénéficier de la partie ouest de la Macédoine et Antipater l'est. Mais ça va pas plaire à Antipater qui se sent lésé et que son frère Alexandre V, c'est le petit chouchou à sa maman, donc ça va pas lui plaire. Donc il va voir sa mère et il la tue. Ne s'arrêtant pas là, il destitue son jeune frère Alexandre V du trône de Macédoine et règne seul. Donc là, Alexandre V commence un peu à flipper et il appelle à la rescousse Pyrrhos, le roi d'Épire, le royaume voisin à l'ouest de la Macédoine, et Démétrios Poliorcète. Alors Pyrrhos va beaucoup aider Alexandre V puisque c'est le premier arrivé sur place, donc il va beaucoup l'aider à reprendre un petit peu les rênes de son royaume, en échange de quoi des terres lui seront cédées. Antipater, quant à lui, va aller se réfugier chez son beau-père Lysimaque. Alors quand Démétrios Poliorcète arrive, il est donc déjà trop tard puisque Alexandre V est remaintenu sur son trône, tout est réglé, donc en fait Alexandre il n'a plus besoin de Démétrios. Donc qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut s'en débarrasser. Et Démétrios en entend parler d'un complot qui serait ourdi pendant un banquet, ce genre de choses. Et donc, il se rend à ce banquet, mais prétexte qu'il doit rentrer plus tôt que prévu, un peu indisposé, ce genre de choses. Donc il s'en va, mais il promet à Alexandre une autre rencontre tout aussi amicale et quand il sera dans de meilleures dispositions. Donc Alexandre baisse un peu sa garde et se dit qu'en fin de compte il n'est pas si terrible que ça, et il reçoit assez rapidement après une autre invitation pour participer à un banquet. Alexandre V, ne se méfiant absolument de rien, se rend à ce banquet, pendant lequel en fait Démétrios Poliorcète va le mettre à mort. Alors Antipater, comme je vous l'ai dit, lui trouve refuge dans le royaume de Thrace de son beau-père, Lysimaque. Mais la patience de Lysimaque, elle est assez vite atteinte. Il en a assez d'entendre Antipater geindre qu'il n'a plus son royaume de Macédoine. Enfin voilà, l'enfant a perdu son jouet, il en a un peu assez de l'entendre pleurnicher. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'exécute, tout simplement. Alors, à l'exécution d'Antipater, c'est son épouse, Eurydice, la fille de Lysimaque, qui, elle, se met aussi à geindre, mais là, pour la mort de son épouse, parce qu'en fin de compte, elle l'aimait bien. Et Lysimaque, là aussi, pas très patient, fait enfermer sa fille en prison, où elle mourra de faim. Il ne faut pas les agacer, les rois hellénistiques. Ils ne s'encombrent pas de détails, ni d'amour filial ou quoi que ce soit. Il ne faut pas les agacer, c'est des hommes très occupés, donc il ne faut pas les ralentir. Donc revenons à Démétrios, donc le champ est libre. Il n'y a plus d'Antipatride, en tout cas il en reste encore un, mais pour l'instant il ne fait pas surface, mais il n'y a plus d'Antipatride sur le trône. Alors qu'est-ce qu'il fait? En fait il s'installe roi de Macédoine en 294. Royaume auquel il faut ajouter les cités de Mégare, la cité de Corinthe, les îles fédérées de la Ligue des Nésiotes et la Cilicie. Donc ça commence à faire quand même un beau petit territoire. Alors une question pourrait se poser, c'est la population macédonienne qui voit là une valse de rois depuis du moins Philippe II, parce que Alexandre le Grand n'y est pas resté beaucoup, mais en tout cas il y a pas mal de valses de rois, donc on pourrait se poser la question de comment font-ils pour accepter ou non un nouveau souverain. En fait là dans cette situation, la population elle le proclame volontiers roi de Macédoine, parce que déjà il y a une haine vis-à-vis d'Antipater qui a été accusé de matricide en la personne de Thessaloniké. Et ensuite, les Macédoniens ont encore la gestion très difficile de Cassandre de la Macédoine, et puis aussi le fait qu'il ait tari le sang d'Alexandre le Grand, en tuant sa mère, Olympias, Héraclès de Macédoine, le fils bâtard d'Alexandre, et Alexandre IV, le fils d'Alexandre et de Basrine.
Par contre, les Macédoniens ont un profond respect pour Antipater le Ier, le père de Cassandre, qui a été un très bon régent de Macédoine et de la Grèce continentale dans la digne succession d'un Philippe II ou d'un Alexandre le Grand. Donc Antipater le Ier bénéficie d'une remarquable aura. Et comme Démétrios Poliorcète est marié avec une de ses filles, Phila Ier, donc c'est tout naturellement que le peuple, ou du moins dans la cour du roi, il est assez rapide d'accepter ce nouveau souverain. Bon, et en même temps, il n'y avait pas d'autres candidats. Alors Démétrios Poliorcète va aller fonder une résidence royale dans la cité de Démétrias, donc en son honneur, tant qu'à faire, en Magnésie. La Magnésie étant un territoire à l'est, au sud-est de la Macédoine et juste à côté de la région de Thessalie. Donc là maintenant, Démétrios, il a quand même un territoire très conséquent. La Macédoine, bien entendu. Ensuite, nous avons aussi la Thessalie, le Péloponnèse et l'Attique. Donc ça commence à constituer en fait quasiment la Grèce continentale, sauf peut-être à l'extrême sud avec Sparte et quelques cités alliées de Sparte. En qualité politique, Démétrios va s'allier à Lysimaque pour en fait repousser des attaques des Daces, la Roumanie actuelle à peu près, qui sont aux frontières septentrionales du royaume de Macédoine et de Thrace. Donc il s'allie avec lui et en termes d'alliance, il va maintenir celle qu'il avait avec Pyrrhos. Donc c'est un politique assez fin. Bon, comme tous les rois du moment, il n'est jamais rassasié de ce qu'il possède, donc il va aller conquérir la Béotie avec son fils Antigone II, Gonatas. Et il y installe en qualité de gouverneur Hieronymos de Cardia. Alors Hieronymos de Cardia est un historien de l'Antiquité qui d'ailleurs déjà vivait sous le temps de Philippe. On peut voir qu'il a vécu quand même très longtemps, presque 104 ans, né en 354, il est mort en 250. Donc en fait il a connu Philippe II, il a connu Alexandre. D'ailleurs il avait écrit les conquêtes d'Alexandre, dont d'autres historiens postérieurs s'inspireront, parce que lui ses œuvres sont perdues. En tout cas, il installe ce personnage qui connaît la royauté, qui connaît les affres de la guerre et ce genre de choses. Donc il l'installe en qualité de gouverneur de cette province fraîchement conquise. Alors, pour repousser les Daces aux frontières nord de la Macédoine et de la Thrace, Démétrios et Lysimaque font front. Mais Lysimaque se fait capturer par les Daces. Et donc Démétrios Poliorcète se retrouve un peu seul à devoir lutter contre les Daces. Mais en fait, au lieu de lutter contre les Daces, qu'est-ce que fait Démétrios Poliorcète ? Puisque la chaise du trône de Thrace est disponible, qu'est-ce qu'il fait ? Tout naturellement, il envahit la Thrace. Je vous l'ai dit, ces rois, il ne faut pas trop les chatouiller, ni trop les tenter. Mais pendant que Démétrios Poliorcète est occupé à envahir la Thrace de son ancien allié, Thèbes, qui est dans la région, qui est la capitale de la région de Béotie, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se rebelle puisqu'il est occupé ailleurs. Donc ils mettent à mal un petit peu Antigone Gonatas qui est resté là pour maintenir le siège. Démétrios Poliorcète est averti. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se pointe et il mate un peu tout ce beau monde. Bon, vous avez compris que les alliances sont vite brisées. Donc une de plus, c'est la même. Donc en fait, Pyrrhos va briser l'alliance qu'il avait avec Démétrios en pénétrant en Grèce continentale par la porte des Thermopyles. Célèbre passage d'ailleurs pour la lutte qu'il y a eu entre l'armée de Léonidas, les fameux 300 de Léonidas contre l'Empire perse. Donc là, Démétrios Poliorcète, qu'est-ce qu'il fait ? Il quitte la Béotie et il se pointe face aux armées de Pyrrhos, qui lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va prendre la fuite. Alors Pyrrhos, non content de vite s'enfuir parce qu'il sait qu'il ne peut pas faire face aux armées de Démétrios Poliorcète, donc il va subir aussi quelques petits revers plutôt personnels. Lanassa, qui avait épousé Pyrrhos il y a maintenant 5 ans, ne supporte absolument plus ces tromperies. Il la trompe à tour de bras, il est polygame, alors qu'elle lui a donné un fils, Alexandre II d'Épire. Elle ne supporte absolument plus de le voir
polygame. Alors, elle demande le divorce et l'obtient. Donc Lanassa va demander à Démétrios de se marier avec elle. Et comme ça, en plus, en dot, elle lui apporte Corcyre et une autre île. Et puis aussi une alliance militaire avec son père, Agathocle de Syracuse. Donc oui, c'est pas mal comme truc. Bon, là où c'est un peu spécial, c'est que en fait, Démétrios, il a eu pas moins de 7 épouses. Donc en termes de polygamie, je suis pas sûr du discernement de Lanassa. Toujours est-il que Pyrrhos est en fuite, il est fraîchement divorcé, il est un peu seul au monde, et donc qu'est-ce que va faire Démétrios selon vous? Eh bien oui, il va en Épire, et il dévaste, et il abîme. Il fait le siège de quelques cités, c'est sa spécialité, ce que Poliorcète, ça veut dire preneur de ville. Donc voilà, il va en Épire et puis il ravage un petit peu tout ce qui lui tombe sous la main, en fait. Mais là, en fait, il va y avoir un petit souci pour Démétrios, parce qu'en fait, les Macédoniens commencent un peu à perdre confiance en leur souverain. Ils le trouvent un peu trop désinvolte, un petit peu trop prompt à faire des guerres et à détruire un petit peu tout autour de lui. Donc Démétrios Poliorcète perd un peu de son prestige au bénéfice de Pyrrhos, qui lui, selon toute vraisemblance, des rumeurs circulent sur sa vertu, sa tempérance et ainsi de suite. Donc il brille un peu plus aux yeux des Macédoniens que Démétrios Poliorcète. Alors il est vrai que Démétrios Poliorcète a un peu la bougeotte. Et là, il ambitionne, il rêve de reconquérir le royaume de son père Antigone le Borgne, en Asie mineure. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort! Donc il va se préparer pour partir en Asie mineure. Il laisse Antigone Gonatas en Grèce et il lui demande de maintenir un peu le royaume et les cités fortes qu'il a accumulées. Alors il arrive donc en Asie mineure, mais bien entendu, les Daniers Diadoques ne veulent absolument pas qu'il s'empare des royaumes qu'ils se sont eux-mêmes accaparés à la mort de son père. Donc en fait, Ptolémée Ier, roi d'Égypte, Séleucos Ier, roi de Perse, et Lysimaque, roi de Thrace, vont faire une coalition contre Démétrios Poliorcète. Et avant d'aller à la rencontre de Démétrios, ils vont contacter par une ambassade Pyrrhos Ier pour lui dire d'aller tout simplement envahir la Macédoine. Alors après quelques fausses victoires et de réelles défaites et de petites escarmouches ça et là, Démétrios Poliorcète sent que c'est la fin pour lui. Il ne pourra pas reconquérir le territoire d'Asie mineure que son père possédait et donc il capitule auprès de Séleucos Ier. Il se constitue donc prisonnier et Lysimaque avait demandé à Séleucos de tout simplement exécuter Démétrios Poliorcète parce qu'il représentait une trop grande menace, chose à laquelle Séleucos ne se résout pas et il le maintient en résidence surveillée dans la cité d'Apama ou d'Apamée en Phrygie. Alors c'est une captivité somme toute dorée, pendant laquelle au début Démétrios Poliorcète continue à s'exercer au gymnase, à accomplir des exercices physiques, à rencontrer la population, à continuer de s'instruire, enfin à continuer de vivre. Mais en fait sa captivité lui pèse, lui qui a quand même la bougeotte, et commence un petit peu à perdre de son élan vital. Et ça donne à des beuveries sans fin, des orgies, où il couche avec quantité d'esclaves et de maîtresses, c'est Lanassa qui va être contente, et ainsi de suite. Donc en fait, il commence à perdre le goût de la vie, et il la perd à l'âge de 53 ans. Séleucos va lui offrir des funérailles remarquables, en très grande pompe, en sa qualité de roi qu'il lui reconnaît, et donc il va donc le faire incinérer avec force de procession religieuse et enfin tous les égards qui sont dus à un monarque, et il va envoyer les cendres dans une urne en or à son fils Antigone Gonatas qui est resté en Grèce. Alors la réception des cendres par son fils Antigone Gonatas, qui va lui en fait faire une procession auprès des villes de Corinthe, Mégare, enfin toutes les villes qui avaient encore du respect pour Démétrios Poliorcète, et il va faire ensevelir l'urne en or
dans la cité de Démétrias que son père avait fondée. Alors les sources antiques dressent un portrait, un tableau de Démétrios tout en contraste. Déjà, ils disent qu'il était doté d'une très très grande beauté pour un garçon, qu'aucun artiste n'a su capturer les traits. Bon, c'est flatteur, mais les sources antiques doivent admettre en fait que Démétrios a une forte capacité à s'adapter à toutes les situations et tous les revers qu'il a éprouvés durant toute son existence. La mort de son père, le fait de se retrouver sans royaume, et etc. Tout ce que je vous ai relaté jusqu'à présent. Bien sûr, ils lui reconnaissent aussi sa qualité de grand stratège militaire, mais ils lui reconnaissent aussi qu'il est victime de sa promptitude d'action et son impulsivité, qui est délétère, contre lui-même d'ailleurs. Ses adversaires lui reconnaissent une fascination sur son parcours, mais aussi ils en ont peur, ils suscitent la peur. Donc c'est un tableau vraiment tout en contraste. Et puis Démétrios Poliorcète, comme beaucoup d'entre eux, de tous ces rois et de tous ces personnages, est un éternel insatisfait par ses conquêtes. L'hubris, donc la démesure, a eu raison de lui. Alors il faudra attendre 11 ans et la succession de pas moins de 8 rois avant de voir son fils, Antigone II Gonatas, être le deuxième roi antigonide à monter sur le trône de Macédoine. Ce sera le sujet du prochain épisode dédié au troisième Antigonide, donc Antigone II Gonatas. Que cet épisode vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre des commentaires. Je vous répondrai tout le temps. Je vous remercie et à très bientôt.